Bienvenue à notre webinaire de Serre France Puy-de-Dôme à venir. Donc ce webinaire remplace le café conférence des années antérieures. Il est préparé par l'atelier Veille Éco qui rayonne sur 5 départements de l'Alliance Massif Central, donc l'Allier, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère et le Puy-de-Dôme. L'atelier Veille Éco, ce sont 2 chargés de mission, Nathalie Velay et Annabelle Barthélémy, ainsi que des relais dans les départements. Ces relais sont en charge des études et des références. Pour Serre France Puy-de-Dôme à venir, c'est Yannick Berthier, que vous verrez tout à l'heure. Ce webinaire durera 1h30 sur le thème « Comment la crise sanitaire peut devenir une opportunité pour les producteurs et les filières ». Les interventions seront ponctuées de temps d'échange avec les intervenants et l'audience. Des vidéos viendront illustrer les propos. Un quiz sera également proposé. Pour vos questions et vos remarques, merci d'utiliser le chat qui est en haut à droite. Donc vous le voyez, le chat ici. Je vais vous écrire un petit mot de bienvenue. Si vous voulez bien me répondre l'un ou l'autre de l'audience pour m'assurer que le chat fonctionne. Voilà, merci pour vos retours, c'est parfait. Donc on utilisera ce canal-là pour nos échanges. Tout le long de l'intervention, vous aurez la possibilité d'utiliser le chat et de noter vos questions et vos remarques. Je les synthétiserai et je poserai les questions aux intervenants sur des moments qui vont être dédiés pendant le webinaire. Vous spécifiez que ce webinaire est enregistré. Il vous sera envoyé à l'issue de cette webconférence. Également, le cahier des références économiques vous sera envoyé en version print et en version digitale également. Avant de commencer, Serre France Puy-de-Dôme à venir vous remercie de l'intérêt que vous portez, partenaires et adhérents à notre organisation. Serre France Puy-de-Dôme à venir remercie également les agriculteurs et les partenaires qui ont eu la gentillesse de prendre de leur temps pour témoigner de leur parcours. Vous les verrez en vidéo. Agréable webinaire à tous. Je passe la parole à notre présidente, Michèle Delsuc. Merci. Merci Magali. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, même si c'est derrière les écrans, hein, et de l'intérêt que vous portez à nos travaux sur les références économiques qui cette année concernent 2019-2020. Donc dans mes propos, je vais reprendre l'édition de la présidente de notre alliance Massif Central, Patricia Granat, qui est aussi la présidente du Serre France Lozère. Donc des propos que je partage totalement. Donc cette édition paraît dans un contexte bien particulier. La crise sanitaire et économique que nous traversons est inédite, majeure, brutale, hein, comme tout le monde le ressent. Si elle a mis en exergue l'importance vitale de la production agricole, elle est aussi vectrice de très fortes perturbations et de risques économiques accrus. D'autant que les effets du changement climatique et certaines remises en question sociétales face à l'agriculture continuent de peser sur nos exploitations. Les conséquences, évidemment, vont se répercuter sur le long terme et à ce jour, nous n'avons toujours pas d'horizon clair de son évolution. S'adapter, voir venir, sont devenus les mantras de ces derniers mois. On peut dire pratiquement d'une année maintenant. Depuis près de 10 années que nos experts scrutent l'évolution des exploitations agricoles, il apparaît très clairement que le contexte qui nous entoure est avant tout en perpétuel mouvement et de plus en plus complexe à comprendre. Donc aussi, disposer de repères pour appréhender ces évolutions, pour définir une orientation stratégique devient de plus en plus indispensable. Le regard objectif que propose ce cahier des références fait partie de ces repères. C'est dans la définition de la stratégie de l'exploitant, donc selon ses envies, son histoire, ses compétences, son environnement naturel, la maîtrise des coûts de production, que se joue la réussite de nos structures.
Et c'est aussi à travers cette approche que s'articule notre capacité de résilience. On sait que le monde agricole a l'habitude de s'adapter une fois de plus. Donc l'accompagnement proposé par les Serres France va dans ce sens. Et la pertinence de ce travail de veille éco ne se dément pas. Donc l'expertise est toujours au service de nos adhérents des Serres France et de l'ensemble de nos partenaires. Et je m'associe à Magali pour remercier vraiment tous les experts qui travaillent au sein de nos Serres France et au sein de l'Alliance. Tous les ans, vous sortir des chiffres qui sont travaillés, vérifiés, voilà, et qui reflètent la réalité du terrain de nos adhérents qui sont exploitants agricoles. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Je voudrais préciser aussi que par rapport aux vidéos que vous allez voir, donc je remercie les exploitants et qui sont nos adhérents qui ont pris de leur temps pour témoigner, et aussi les personnes qui sont venues, qui se sont déplacées pour faire les prises de vue, hein, parce que tout ça c'est très technique et ça demande aussi du travail et du temps. Et préciser que sur certains, selon le modèle d'ordinateur que vous avez, il faudra peut-être que vous montiez le son au moment des vidéos, voilà, pour bien comprendre ce que nos adhérents vous racontent. Donc, je vous souhaite un bon webinaire sur le sujet, comme vous avez vu, comment la crise sanitaire peut devenir une opportunité pour les producteurs et les filières. Donc, je vous remercie d'avance de votre participation et puis n'hésitez pas, c'est interactif, à poser vos questions via le chat, comme Magali vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole à Annabelle, donc, de l'Alliance Massif Central. Merci Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc ce webinaire va s'articuler, va se dérouler en 3 parties. Donc après un tour d'horizon des évolutions que la ferme puy-d'Aumoise a pu connaître sur la décennie 2010-2019, avec un arrêt sur les résultats pour la campagne 2019. Nous ferons une halte sur la campagne 2020-2021 afin d'analyser quel a pu être l'impact de la crise sanitaire sur cette campagne, sachant que ce sont des résultats prévisionnels que nous allons vous proposer. Et enfin, dans la troisième partie de ce webinaire, nous porterons un regard sur les préoccupations du consommateur, lesquelles ont été d'autant plus mises en avant avec la crise sanitaire, et essayer de voir quel est l'impact de ces attentes du consommateur, des consommateurs sur les filières. Donc tout d'abord, nous allons commencer par regarder quelles ont pu être les évolutions connues par la ferme puy-d'Aumoise sur la décennie 2010-2019. Donc si on commence par la structure de l'exploitation moyenne, sachant que l'on est sur un échantillon contenant les productions ovins et bovins viande, bovins lait et grande culture, on s'aperçoit que l'exploitation moyenne s'est agrandie entre 2010 et 2019 à 2 niveaux. Elle s'est agrandie d'une part au niveau de la surface qui a gagné 25 hectares. Et si on fait un focus sur les surfaces en grande culture, ce que l'on s'aperçoit, c'est que pour les cultures en culture industrielle, la surface est restée stable, alors qu'en culture céréalière, elle a augmenté de 12 hectares, principalement dû à une hausse de la surface en blé. Donc l'exploitation moyenne dans le Puy-de-Dôme s'est également agrandie au niveau des effectifs, puisqu'on a en moyenne plus 20 têtes, que ce soit en bovin ou en ovin. Si on porte maintenant un regard sur les résultats économiques et en particulier sur le BE, comment est-ce qu'il a évolué entre 2010 et 2019? On s'aperçoit que cet EBE, il s'est amélioré puisqu'il a progressé de 15 400 €, soit 7 500 € par UTH. Et cette progression de l'EBE s'explique est portée par la hausse du produit d'exploitation. Donc c'est la courbe qui vous est signalée en bleu, en rouge foncé, pardon. Et donc cette hausse du produit d'exploitation, elle, quand on la décompose avec le produit des ventes et les subventions, on s'aperçoit que c'est le produit des ventes qui explique pour 80% l'augmentation du produit d'exploitation. Produit d'exploitation donc qui a augmenté d'un peu plus de 60 000 €, et en parallèle, on a des charges opérationnelles et des charges de structure qui, elles, ont augmenté de 46 000 €. Si on regarde en parallèle de cette hausse de l'EBE, l'efficacité, c'est-à-dire le rapport EBE sur produit, donc l'efficacité, ça définit en fait la capacité de l'exploitation
à libérer du résultat économique à partir des moyens de production qu'elle a. Cette EBE sur produit, cette efficacité, elle est restée stable en parallèle de l'évolution positive de l'EBE. Donc ces deux notions EBE par UTH et EBE sur produit, efficacité, qui sont intéressantes à croiser afin d'analyser le système de production et voir si le système de production est rentable. Sachant qu'en fonction de la stratégie de l'exploitation, on aura des objectifs de BE par UTH et d'efficacité qui seront différents. Donc maintenant, si on regarde cette EBE, finalement, à quoi il a servi. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, donc on a l'EBE qui est signifié avec la courbe noire. Donc en parallèle, en fait, cette hausse de BE, elle s'est accompagnée d'une hausse des annuités, qui sont représentées en jaune, puisque ces dernières augmentent entre 2010 et 2019 de 6%, et elles s'établissent ainsi en 2019 à 48%. Si on part du principe, pour arriver jusqu'à la rémunération permise, qu'on a 5% du produit d'exploitation qui sert à alimenter la marge de sécurité, qui est signifiée en rouge, on a finalement une rémunération permise par le BE dégagé qui, elle, par contre, reste stable. Elle s'établit ainsi en 2019 à un peu plus de 12 000 € par UTH, donc un peu moins d'un SMIC. Donc, je vous ai parlé juste avant que le BE avait augmenté entre 2010 et 2019. La question que l'on s'est posée, du coup, c'est cette hausse de BE de 15 400 €, à quoi est-ce qu'elle a servi? Alors, on l'a déjà vu un petit peu à travers la diapo précédente, mais en fait, sur ces 15 400 €, on en a 62% qui sont partis, qui ont servi à couvrir les engagements financiers, c'est-à-dire les annuités. Sachant comme précédemment qu'on a 5% de la hausse du produit d'exploitation qui sert à alimenter la marge de sécurité. Ce qui ressort, c'est que finalement, il reste peu de place pour améliorer la rémunération permise, qui du coup a augmenté d'un petit peu moins de 2 000 € par UTH. On a donc finalement une hausse de l'EBE, cette hausse de BE entre 2010 et 2019 qui a servi plus pour les investissements plutôt que pour améliorer la rémunération permise. Pour finir sur l'évolution entre 2010 et 2019 des aspects économiques et financiers de l'exploitation moyenne dans le Puy-de-Dôme, la question, c'est au niveau financier, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour répondre à cette question, on a regardé finalement l'actif fermier, c'est-à-dire l'actif immobilisé plus les stocks. Comment est-ce qu'ils ont évolué entre 2010 et 2019? Donc, cet actif fermier, il a augmenté d'un peu plus de 94 000 € entre ces deux périodes. Sachant que cette hausse de l'actif fermier est à rapprocher de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire de l'agrandissement des structures, c'est-à-dire des surfaces et des effectifs, mais également au fait que sur cette période, entre 2010 et 2019, on a une hausse des investissements de plus 40%. Donc cette hausse de l'actif fermier qui est ramenée à l'unité de main-d'œuvre d'un peu moins de 51 000 €, et ces 51 000 € d'augmentation, ça représente un enjeu notamment au niveau de la transmission des entreprises agricoles, puisque c'est 51 000 € en plus à transmettre lors de la transmission, lors des départs en retraite, entre autres. Donc en parallèle de la hausse de cet actif fermier, on a regardé le taux d'endettement. Finalement, est-ce que la hausse de l'actif entraîne un taux d'endettement supérieur? Ce qui ressort, c'est qu'on a un taux d'endettement qui est maîtrisé sur la période 2010-2019 et qui s'établit en 2019 à 36%. Donc pour terminer sur les résultats de la décennie, donc un petit focus sur ce qui s'est passé au niveau de la campagne 2019. Alors par système de production, alors ce qui ressort, c'est que quand on regarde la part des annuités par système de production, on a une part d'annuités qui varie de 46% pour le système ovin à 70% pour le système grande culture. Alors,
attention, je fais un petit bémol quand même sur le système grande culture, puisque sur la campagne 2019, on a eu, ça a été une année un peu particulière avec une forte chute des résultats économiques, donc liés à de mauvais rendements. Donc, ce qui fait qu'on a eu une forte chute de l'EBE, mais avec des annuités qui sont restées les mêmes. Donc, ce qui explique qu'on ait un fort taux d'endettement. Mais tout ça, pour en venir au niveau de la rémunération permise, ce qu'il en ressort, c'est que quel que soit le système, on a une rémunération permise qui reste inférieure à un SMIC sur la campagne 2019. Excepté pour un système qui est le système bovin-lait AOP, pour lequel on a une rémunération permise qui arrive à 1,4 SMIC. Donc la question, après ce tour d'horizon des résultats sur la dernière décennie, on en arrive du coup à la campagne 2020-2021 et la question que l'on se pose, c'est finalement quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les résultats économiques. Et donc pour aborder ces résultats prévisionnels, je le rappelle, je vais laisser la parole à Yannick qui va vous exposer tout cela. Bonjour à tous. Donc, avant d'attaquer cette partie production par production, on va faire un petit flash sur l'année 2020 pour vous rappeler. Ça a été une des années les plus chaudes depuis 1900. On a eu un hiver et un printemps doux, une première quinzaine d'août caniculaire et aussi un mois de novembre très doux. Alors, à contrario, les récoltes fourragères sont plutôt bien passées au printemps, puisqu'il y avait des conditions favorables, permettant de limiter un peu les charges d'aliments globalement sur les systèmes d'élevage. Le deuxième fait marquant, c'est la crise de la Covid-19, avec un premier confinement au mois de mars et le deuxième confinement un peu plus souple qui a eu lieu au mois de novembre. Et puis bien sûr, elle se poursuit pour 2021 et on ne sait pas quel impact elles auront sur cette année 2021 et les suivantes. Ça a entraîné la fermeture de la restauration hors domicile, de la restauration scolaire, des marchés de plein air pour certains, limiter les déplacements entre les départements, entre les régions, mais aussi entre les pays. Pour certaines filières, cela a entraîné des déséquilibres de marché. Reste à savoir si ces déséquilibres ont impacté les résultats économiques des exploitations. Donc la première filière sur laquelle on va faire le point, c'est la filière laitière. Pour nous, elle devrait rester assez dynamique. On anticipe quand même une baisse du prix du lait d'environ 10 € par 1000 litres, notamment liée à la baisse de la valorisation beurre-poudre qui a eu lieu à partir du mois de février. Là, sur les volumes de lait, il y a une incidence liée notamment au Covid. Bon, le bassin reste dynamique, le bassin Auvergne-Lozère reste quand même dynamique. Les charges sont bien maîtrisées comparativement à 2019. Les achats d'aliments resteraient stables et l'indice d'achat des matières premières agricoles est en baisse. L'EBE dégagé pour la campagne 2020-2021, pour nous, sera en baisse, à peu près de 2%, un EBE d'exploitation de 57 700 €, utilisé pour 29 900 pour les annuités et une marge de sécurité de 10 400 €, ce qui permettrait une rémunération de 10 200 € par UTH. La seconde production, c'est la production bovine allaitante qui est fortement pénalisée par la chute des cours du broutard. On anticipe une baisse du cours du broutard d'à peu près 100 € par broutard, portant leur prix à environ 800 €. Les autres années, on était sur du cours à 900, 930 € en moyenne. Ça c'est lié en partie à la baisse à la fermeture de la restauration hors domicile et aux difficultés par le marché qui était engorgé, que ce soit le marché français, l'impossibilité d'exporter liée au Covid. Au niveau des vaches de réforme, on reste sur des cours relativement élevés, si on peut dire ça, avec des prix qui devraient avoisiner les 1 400 €, ça c'est un prix estimatif, porté par les produits transformés et aussi tout ce qui est viande hachée.
Les baisses, la charge opérationnelle devrait contribuer à la baisse de l'EBE. Il y a eu des ressemis sur des surfaces qui avaient souffert de la sécheresse, du besoin de constituer du stock de fourrage, une consommation d'eau accrue. Donc on table sur une baisse de l'EBE à nouveau de 7%, un EBE estimé par exploitation de 34 600 euros, 22 400 euros d'annuité, une marge de sécurité de 7 000 euros. Mais on finit sur une rémunération permise par UTH de 3 600 euros, bien en deçà du SMIC et une rémunération relativement faible. La troisième production, qui est la production ovine, alors on pouvait craindre le pire à l'approche de Pâques avec la mise en place du confinement et des cours qui avaient commencé à chuter. Mais à la sortie du confinement, le marché s'est plutôt bien tenu et les cours se sont repris et sont restés, on va dire, relativement bons sur l'ensemble de l'année. On devrait avoir un produit stable de 2020 équivalent, enfin stable par rapport à 2019. C'est plutôt les frais de structure qui vont induire une baisse de l'EBE, notamment l'augmentation des charges sociales suite à l'augmentation des résultats sur plusieurs années. Donc on table sur un EBE autour des 32 000 euros, avec des annuités à hauteur de 15 400 euros, ce qui représente à peu près 48% de l'EBE. Avec une marge de sécurité de 6 000 euros, on termine sur une rémunération permise qui avoisine les 10 000 euros par UTH. On arrive maintenant sur les productions en grande culture. On va commencer par plutôt les cultures céréalières simples, cultures non industrielles. Donc on est sur une récolte 2020 qui peut être que meilleure. Je vous rappelle que l'année 2019 était vraiment décevante, liée aux conditions climatiques, avec des rendements très très faibles. Donc on devrait retrouver en 2020 des niveaux de rendement pratiquement équivalents à 2018. Alors je dis pratiquement équivalent parce on a toujours une très forte variabilité sur le terrain quand on regarde d'une exploitation à une autre, d'un secteur à une autre. Voilà. Nous on parle de moyenne, mais il est vrai que sur le terrain on retrouve des grandes disparités. On assiste aussi depuis le mois de juillet à une augmentation des cours qui s'est accentuée au mois de novembre de fait de conditions climatiques sèches en Europe, mais aussi en Amérique. Alors nos exploitants n'en bénéficieront pas forcément parce que il y avait des grands manques de trésorerie, donc il y a eu des ventes qui se sont effectuées très tôt dans la saison, au mois de juillet, au mois d'août. Et ceux qui pourront peut-être en bénéficier, c'est ceux qui auront stocké ou ceux qui, à moindre niveau, se font rémunérer sur un prix moyen de campagne. Donc on tape quand même sur un EBE en augmentation de 26% face à un EBE très faible en la récolte 2019, qui avoisinerait les 25 000 euros. Des annuités à hauteur de 11 600 euros. Une marge de sécurité de 6 000 euros. On serait sur une rémunération permise de 6 300 euros par UTH, donc qui reste inférieur au SMIC. Donc en grande culture industrielle, on est relativement sur les mêmes constats que les cultures simples en termes de prix et de rendement. L'événement majeur, ça a été l'arrêt de la betterave, puisqu'on est sur la première campagne sans betterave au niveau de la Limagne, ce qui a induit des reports sur d'autres cultures, sur du blé, sur du maïs semence, sur de nouvelles filières, telles que le pois chiche, les lentilles, les haricots. On a eu le lancement de la filière luzerne qui se structure autour de l'imagrin et de l'interprofession Saint-Nectaire. On reviendra dessus sur la deuxième partie de notre webinaire avec un témoignage. Au niveau des résultats, on devra avoir une baisse du post-semence et des services de production végétale. Ça sera lié notamment à l'abandon de la betterave, qui était une culture gourmande en intrants et en travaux par tiers. Donc là, on parie face aux très mauvais résultats 2019, je insiste, à une augmentation de l'EBE de 51%, avec un EBE par exploitation aux alentours des 58 700 euros,
des annuités à hauteur de 29 500 €, une marge de sécurité qu'on a estimée à 10 200 €, on arrive sur une rémunération permise de 19 000 €. Donc l'impact du Covid, elle reste relativement modérée un peu sur les exploitations, hein. Mais malgré tout, l'équilibre n'est pas au rendez-vous, hein. On peut voir que la plupart des rémunérations sont vraiment minimes et inférieures au SMIC. La crainte, ça va être dans un deuxième temps. Quel sera le niveau de la récession économique mondiale s'il y en a une, hein, avec des craintes sur le pouvoir d'achat pour l'année 2021. Bon, globalement, la crise économique, elle a plutôt impacté les filières qui ont dû adapter leur production pour répondre à la demande du consommateur ou soutenir les producteurs. Il y a aussi également eu de l'impact sur les producteurs en circuit court qui ont dû adapter leurs moyens de vente. Alors, l'ensemble de ces chiffres, vous les retrouverez dans nos deux fascicules, hein, les références économiques 2019-2020 et aussi le cahier d'anticipation des résultats 2020-2021. Donc, qu'on peut vous fournir sur demande, vous retrouverez dans nos agences CER France. Donc, pour clore cette partie, nous allons laisser la place aux questions et au préalable, on va vous présenter un petit sondage, hein, pour lancer un petit peu le débat. Donc là, je vais redonner la parole à Magali qui va nous présenter tout ça. Merci Yannick. Donc, vous allez avoir accès à un mini-sondage, voilà, qui va vous être publié. Donc, ce sondage, la question, c'est dans les systèmes bovins allaitants, le BE par UTH dans les entreprises les plus performantes est plus élevé que la moyenne. Selon vous, de combien ? Est-ce que c'est de 25 à 44% plus élevé, de 45 à 64% plus élevé ou de 65 à 85% plus élevé? Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la réponse de votre choix et au fur et à mesure de l'avancée, nous verrons un curseur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans le sondage et à choisir la réponse qui, pour vous, est la réponse la plus juste au niveau des systèmes bovins allaitants. Le temps que chacun puisse répondre à ce sondage, je vous propose une question que nous avons eue dans le chat. C'est Caroline Alvarez qui nous demande si les filières volailles ont été étudiées. Donc, je vais laisser la parole à Annabelle ou à Yannick. Alors oui, pour compléter, parce qu'il y a aussi la même question pour les porcins. Donc effectivement, dans le cahier des références, vous retrouverez pour les volailles label en intégration une page dédiée pour la campagne 2019, donc aux volailles. Et pour les porcins, on a également une page sur les résultats économiques pour les systèmes naisseurs-engraisseurs, que vous retrouverez, qu'on n'a pas développé lors de ce webinaire, mais que vous retrouverez dans le cahier des références. Très bien, merci Annabelle. Au niveau du sondage, ça commence donc à se remplir de façon régulière. N'hésitez pas à y retourner pour les personnes qui n'ont pas encore répondu. Au niveau des systèmes bovins allaitants, le BE par UTH dans les entreprises les plus performantes est plus élevé que la moyenne. Selon vous, de combien? Est-ce que c'est de 25 à 44% plus élevé, de 45 à 64% plus élevé ou de 65 à 85%? On va attendre encore quelques secondes avant d'y répondre. Voilà, je pense que c'est OK pour pouvoir répondre au sondage, Annabelle. Alors la minorité a raison, puisque dans les systèmes bovins allaitants, on a un EBE par UTH pour les entreprises les plus performantes qui est plus élevé de 85%. Donc cette performance, elle va s'expliquer de deux façons. Au niveau de la gestion des charges opérationnelles et au niveau du produit des ventes.
Donc en ce qui concerne les charges, on a des plus performants qui vont maîtriser leurs charges opérationnelles à hauteur de 75 € moins élevés. Donc ils vont les maîtriser à hauteur de 410 € par UTH au lieu de 485 pour le groupe les plus performants. Et donc ça, cette optimisation s'explique par de l'économie d'échelle au niveau des systèmes les plus performants. Et au niveau des produits des ventes, la performance s'explique de deux façons. D'abord par un prix moyen des animaux qui est plus élevé. Alors en ce qui concerne les broutards, pour les systèmes les plus performants, on a un prix plus élevé de 60 €. Et pour les vaches de réforme, le prix est plus élevé de 100 €. Alors ce prix plus élevé peut s'expliquer de deux façons, étant donné qu'on a un prix à la tête. Donc soit c'est des animaux derrière qui sont vendus plus lourds, mieux conformés, ou alors ils sont mieux valorisés, le prix au kilo est mieux valorisé dans les systèmes plus performants. On peut avoir ces deux explications-là qui font qu'on a un prix moyen plus élevé chez les plus performants. Et on a en plus un nombre d'animaux qui est un nombre d'animaux vendus plus élevé dans les systèmes les plus performants. Ainsi, par exemple, pour les broutards, un système plus performant, on a 10 broutards de plus qui sont vendus. Donc, pour donner un petit exemple concret, si on repart sur ces 10 broutards vendus en plus dans les systèmes les plus performants, sachant que c'est des systèmes dans lesquels les broutards sont vendus à 940 € pièce, du coup, on se retrouve avec un produit lié à la vente des broutards plus élevé de 9 400 €. Donc, ce qui explique une partie du produit des ventes chez les plus performants. Alors, je ne sais pas si ça a fait venir du coup des questions entre-temps. Oui, nous avons une question dans le chat. Observez-vous des choses sur le recours aux assurances ou autres outils de sécurisation des exploitants? Alors, je pense que oui, la question est axée sur les assurances peut-être récolte. Alors, peut-être que Yannick… Alors, moi, ma réponse va être un petit peu mitigée parce que sur les assurances récoltes, il y a beaucoup de questions aujourd'hui, effectivement, qui sont posées par les agriculteurs, hein. La succession des années sèches, des aléas climatiques, les amène à se positionner sur des systèmes d'assurance récolte, effectivement. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est les modalités de calcul hein, de l'assurance récolte telle qu'elle est, puisqu'on se base sur les 5 dernières années, enfin la moyenne olympique des 5 dernières années. Et il se trouve que, notamment sur la Limagne, hein, sur le secteur du Puy-de-Dôme, on a 4 à 5 années qui sont pas très très bonnes. Et du coup, les exploitants se retrouvent avec des indemnisations pas forcément à la hauteur des pertes de résultats. Donc le système il va devoir s'améliorer et poursuivre vers une meilleure indemnisation hein, quelque part des exploitations. Mais en tout cas, on a vraiment un questionnement important des agriculteurs face à cette variation du revenu et à ces aléas qui se multiplient. Alors on parle de l'assurance, mais ça va être aussi adapter les assolements, les assolements clairement vers des cultures moins gourmandes en eau d'une part, ou à l'inverse, pouvoir augmenter la capacité d'irrigation pour sécuriser le revenu. J'espère avoir répondu à votre question. Donc Yannick, question probablement pour toi également dans le chat. Les annuités à 11 600 € pour les cultures céréalières me paraissent faibles. Comment l'expliquez-vous? Bon, on est Cédric, on est sur une moyenne d'exploitation. Hein. Effectivement, on a une très grande disparité dans les résultats. C'est toujours la difficulté de présenter chaque système d'exploitation par une fiche. Après, il est clair qu'en culture sèche, notamment, on a des exploitations qui n'ont pas réinvesti depuis 3-4 ans en moyenne, face à des résultats à la peine. Donc, on a quand même des niveaux d'annuité qui diminuent du fait de l'impossibilité de réinvestir et de garder un équilibre BE, annuité et prélèvement privé.
Et ça, les mauvais résultats des dernières années ont conduit à une baisse du niveau d'investissement et du financement par l'emprunt. À l'inverse, hein, quand on a des très bonnes années, hein, si on se réfère aux années 2012, notamment l'année 2012, on avait une augmentation des annuités suite à l'investissement, du renouvellement économique de matériel, l'investissement fiscal. Ok, j'ai l'impression que dans le chat, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, nous pouvons passer à la suite du déroulé, si vous le souhaitez. Alors, Donc, Isabelle. Effectivement, donc on va continuer donc sur la deuxième partie, la troisième partie pardon de ce webinaire sur voilà les interrogations qu'ont soulevé la crise du Covid et quelle a pu être, enfin voilà, comment finalement cette crise sanitaire a remis sur le devant de la scène les attentes du consommateur et comment ces attentes, les filières, que ce soit les producteurs ou les différents opérateurs, peuvent répondre à ces attentes. Donc, ce que l'on observe déjà depuis plusieurs années, c'est que la prise en compte finalement des consommateurs est de plus en plus forte au niveau que ce soit des filières agroalimentaires ou des filières agricoles. Alors avant, on était dans une logique où finalement la production se faisait indépendamment de la demande. C'est-à-dire que les agriculteurs produisaient leurs matières premières et ensuite le proposaient aux opérateurs des filières qui eux-mêmes le proposaient aux distributeurs et aux consommateurs. Donc ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, on est plus dans une logique où finalement, ce sont les attentes du consommateur qui obligent les opérateurs, alors que ce soit les opérateurs de la commercialisation, de la distribution, à mettre en place un cahier des charges, des cahiers des charges en fonction de la production, cahier des charges qui répond du coup à ces demandes, aux demandes du consommateur et auxquelles le producteur doit se soumettre pour lui-même pouvoir répondre à ses exigences. On est donc dans une logique inverse où finalement la production est tirée par la demande. On est donc passé d'une logique de flux poussé à une logique de flux tiré. Donc ces désirs de consommation, ils sont orientés autour de trois thématiques, on va dire. Tout d'abord, l'environnement, on en écoute pas mal parler, hein, avec notamment essayer de réduire l'utilisation des produits chimiques. Ça passe aussi par toutes les lois anti-gaspillage. Et aussi par le fait d'essayer de limiter son impact carbone. Le deuxième grand domaine préoccupation du consommateur, c'est tout ce qui tourne autour de la qualité nutritionnelle, qualité sanitaire des aliments, des produits. Donc ça passe pour le consommateur par consommer soit des produits bio ou des produits qui sont sans OGM ou sans additifs. Ça passe aussi par le fait de consommer moins de viande. Là, on en entend pas mal parler en ce moment. Donc moins, mais avec peut-être un prix plus élevé. Et enfin, le troisième grand domaine, c'est la troisième grande tendance, c'est tout le consommer local, favoriser la proximité, favoriser le local, la proximité. Donc ça passe par la consommation de produits français et aussi par le fait de faire ses achats au niveau de circuits de proximité, de circuits courts. Ce qui, pour le consommateur, reflète un peu, ça lui permet d'avoir une certaine traçabilité qu'il a peut-être moins le sentiment d'avoir avec les produits pas locaux, je dirais. Avec sous ces trois grandes tendances, des préoccupations qui viennent se greffer, et notamment la rémunération des producteurs et le fait d'avoir des productions équitables, des produits équitables. Donc la crise de la Covid, comment est-ce qu'elle se positionne vis-à-vis de ses attentes et de ses préoccupations? Et ça n'a pas constitué en fait une rupture, mais elle a plutôt accéléré le phénomène, comme le montre
L'étude qui a été menée, alors d'une part en novembre 2019, puis en avril 2020, quand on était finalement confiné, où il a été posé la question à un panel de consommateurs. L'objectif, c'était de savoir pour lui finalement comment est-ce qu'il définissait un produit de qualité. Donc, quand on lui proposait qu'un produit de qualité, c'est un produit pratique à consommer ou qui est bon pour la santé, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre novembre 2019 et avril 2020, on a plus 5% du panel qui était en accord avec ces deux définitions. Et quand on va au-delà sur la définition, c'est-à-dire que quand on propose à ce même panel un produit de qualité pour lui, est-ce que c'est un produit issu d'une production respectueuse de l'environnement et assurant une juste rémunération? Et ben là, on s'aperçoit qu'on a plus 11% du panel qui est en accord, qui se sent en tout cas en accord avec, avec cette définition suite à la crise. Donc on voit bien que finalement la crise sanitaire a vraiment accéléré ce phénomène et les préoccupations du consommateur. Donc ces préoccupations, on les a au niveau du consommateur, mais ça concerne tous les maillons finalement, depuis les pouvoirs publics jusqu'aux distributeurs. Alors au niveau des politiques, ça se caractérise notamment par la loi, les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim, qui a un petit peu marqué le pas. Mais au niveau des filières aussi, ça va se caractériser par des démarches de segmentation, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en place une distinction finalement entre les produits issus du conventionnel et les produits issus de filières de qualité. Et au niveau des distributeurs, ça va se caractériser par du marketing produit, de la création de valeur ajoutée, avec notamment les logos produits bio ou les petits drapeaux français pour signifier l'origine France des produits. Mais au niveau des distributeurs aussi, ça se traduit également par une obligation de responsabilité sociétale des entreprises. Donc l'entreprise doit rendre compte de sa responsabilité sociétale. Donc ces différentes évolutions que je viens de vous décrire, elles questionnent les modes de production, que ce soit depuis le producteur jusqu'à l'ensemble des opérateurs des filières. Et donc, pour essayer de voir comment chaque maillon s'adapte à ces demandes, on va vous proposer trois témoignages, l'un sur les circuits courts, un autre plus axé sur l'environnement, le bien-être animal, et un troisième axé sur la proximité, le territoire, pour essayer de voir comment finalement les différents maillons se sont adaptés à ces demandes. Donc si on commence avec les circuits courts, on le sait, hein, les circuits courts, avec la crise sanitaire, ils ont été fortement plébiscités, pardon. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore des places à prendre? Donc il faut savoir que les circuits courts, ça représente 6 à 7% des achats alimentaires par les consommateurs. Et on estime que cette part pourrait augmenter d'ici les années à venir pour atteindre 15% des achats. Mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est que la part des achats faits de façon plus classique, donc en GMS entre autres, reste quand même dominante. Donc les circuits courts, c'est un marché porteur, mais qui ne reste cependant pas dominant. Donc ces circuits courts, c'est une demande qui est soutenue par les consommateurs, puisque ça leur permet, j'ai déjà un petit peu abordé précédemment, de connaître peut-être un peu mieux l'origine des produits. C'est aussi un gage pour eux de sécurité, que ce soit sanitaire et de qualité nutritionnelle. Et c'est également, ça représente aussi de la convivialité dans les relations lors de l'achat, notamment si c'est par exemple via de la vente à la ferme, du coup on est directement accès au producteur et on voit finalement vraiment de là d'où vient le produit. Alors ces circuits courts, et aussi ça fait également bouger au niveau des politiques publiques, puisque notamment la loi Egalim a donné le ton, puisque 50% des produits qui devront approvisionner la restauration collective devra se faire via soit du circuit court, soit des produits locaux de qualité. Et le plan de relance va dans le même sens que la loi Egalim.
Donc, comme le dit très bien Jacques Maté, qui est un économiste spécialiste des circuits courts, la demande finalement en circuit court n'est pas limitante dans le sens où s'il y a un engorgement au niveau local, il faut essayer d'aller chercher plus loin pour vendre son produit. Donc finalement, la question qu'on se pose, c'est la crise sanitaire, elle n'a pas épargné finalement les producteurs qui ont commercialisé, ou qui commercialisent en circuit court. Donc cette crise sanitaire, on le sait, Yannick l'a abordé tout à l'heure, elle a entraîné la fermeture des marchés de plein air, de la restauration hors domicile. Et du coup, voilà, c'est des portes un petit peu qui ont pu se boucher pour certains producteurs en termes de commercialisation. Donc ils ont dû derrière s'adapter. Et donc l'étude qui a été menée en juillet 2020 par le CERF France Auvergne-Rhône-Alpes Lozère montre que finalement on a un peu plus de 40% des producteurs qui se sont adaptés finalement à ces débouchés qui se sont fermés. Alors adaptation qui est passée soit par de la livraison à domicile, soit par du drive. De façon minoritaire, un peu plus minoritaire, ils se sont adaptés en modifiant leurs horaires de vente ou en proposant de la vente en ligne avec récupération des produits en dépôt relais. Et ces adaptations n'ont pas été vaines, puisque quand on regarde finalement le chiffre d'affaires, comment ils sont comportés derrière, on s'aperçoit que 60% des producteurs ont pu constater un maintien ou voire même carrément une augmentation de leur chiffre d'affaires. Alors là, c'est des résultats que je vous présente hors filière viticulture, puisqu'on sait que la filière viticulture, elle, a été beaucoup plus impactée par la crise sanitaire, du fait de la fermeture de la restauration et la limitation des exportations. Et si on regarde une autre enquête qui avait été faite, elle, par le CIVAM auprès des consommateurs, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a quand même 54% des consommateurs au niveau de l'Auvergne qui ont déclaré avoir consommé, ou augmenté leur consommation via les circuits courts. Donc ce soit par solidarité pour les producteurs, soit par sécurité sanitaire, ou alors tout simplement pour faciliter leurs achats. Donc pour illustrer concrètement finalement l'adaptation des producteurs à cette crise sanitaire, on va vous faire part du témoignage du GAEC, des associés du GAEC des Clochettes, qui réalisent de la transformation fromagère et avec en parallèle la production de céréales et de produits végétaux. Donc si Magali, tu peux lancer le témoignage, s'il te plaît. Oui, nous allons lancer le témoignage du GAEC des Clochettes. Juste une petite précision pour l'audience. Il vous faudra certainement augmenter le son de vos PC pour mieux écouter la vidéo, parce que le son n'est pas de bonne qualité, nous jugeons. Donc voilà, vous pouvez le monter. Jean-Marc, installé en 1992. Donc Gilles Valiorgue, installé aussi en 1992 en GAEC avec Jean-Marc. Valentin, installé en décembre 2013. L'idée principale, c'est les chèvres, donc on a de la transformation et des produits végétaux qui sont en complément, lentilles, farine et huile de colza. Du coup, ça a été une remise en question par rapport à la commercialisation des produits. Donc diminution des marchés, même arrêt des marchés, donc on a fait plus de stock et puis on a créé plus ou moins un collectif pour vendre avec en faisant un drive en fait. Donc voilà, on a fait des paniers que toutes les semaines on avait une commande et ça a complété un petit peu, remplacé un petit peu le marché. Surtout le stockage de la fabrication de tomes de chèvre qu'on peut stocker en cave pour faire du report de vente. Donc voilà, ce qui nous a permis vraiment d'éponger le plus gros de la production. Pour nos clients, je pense que les gens ont pris conscience que les producteurs étaient là, on était producteurs, on était là pour les nourrir, donc je pense qu'ils ont compris qu'il fallait se tourner un petit peu vers la vente, qu'on fait de la vente directe, d'avoir les producteurs. Je dirais qu'on peut constater de plus en plus que les gens s'intéressent
à savoir d'où vient réellement ce qu'ils mangent, des produits de qualité, comment c'est produit. Et par rapport au bio, on a vraiment quand même depuis 2-3 ans beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux produits bio. La clientèle évolue depuis déjà quelques années. De plus en plus des gens jeunes qui prennent conscience de vouloir manger des bons produits. Donc nous derrière, il faut qu'on fasse de la qualité. Voilà. Et il n'y a pas de mystère. Hein. Si on fait un produit de qualité, on aura une clientèle pour acheter. Je dirais que l'idée, c'est peut-être plus de s'adapter au marché que de vouloir toujours essayer de produire quelque chose en quantité sans forcément savoir qu'on va arriver à vendre, commencer petit et puis s'adapter suivant la demande. Voilà, pas faire d'investissement trop lourd dans une nouveauté par exemple, et faire évoluer ça dans le sens où il y a de la demande après derrière, quoi. Donc je pense que ça fait partie aussi ça fait partie des clés qu'on a augmenté selon la demande de la clientèle. Et finalement, on ne gaspille pas de marchandises, on essaye de valoriser au maximum toutes nos productions. Il faut de la patience, je pense qu'il faut de la patience. Ouais. Il faut avoir patience et rigueur, surtout la rigueur dans ce qu'on fait. Ouais. Le dialogue, la relation humaine, c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Et ça, il ne faut pas le détruire. Si on détruit ça, on détruit tout. Expliquer aux consommateurs comment on travaille, ce que mangent les animaux, voilà, ça c'est primordial. On a une vente directe qui a quand même nettement progressé depuis quelques années. L'avenir, c'est les jeunes. Oui. Avoir d'autres repreneurs, enfin jeunes, pour pérenniser l'exploitation, quoi. Pas se retrouver tout seul et pouvoir garder toute notre clientèle sans forcément diminuer, quoi. Donc, comme le montre finalement le témoignage des associés du GAEC des Clochettes, on s'aperçoit qu'il reste des places à prendre en circuit court. Et donc, ces places à prendre, soit il faut aller les chercher en explorant de nouveaux besoins du consommateur, soit il faut s'adapter, capitaliser sur ce qui est déjà mis en place. Alors ça peut passer soit par capitaliser sur l'existant, donc surfer un petit peu sur les initiatives de mutualisation ou et de coordination qui sont mises en place par les producteurs pour essayer de proposer une offre plus large, plus globale sur les produits. Ça passe également, ça peut passer par le fait de fidéliser aussi les nouveaux clients qui arrivent et comme l'a aussi abordé les associés du GAEC, par aussi de la communication. Il faut communiquer sur l'offre qu'on propose, sur les produits, sur leur origine. Et donc ça, pour ça, il faut s'appuyer sur les services qui existent, sur les services existants. Mais il ne faut pas oublier derrière que quand on est en circuit court, on a deux casquettes. On a la casquette de producteur, mais également de commerçant. Et donc, il faut aussi trouver le bon équilibre entre ces deux rôles au niveau de la gestion de son temps de travail. Donc, j'abordais aussi le fait que on pouvait explorer de nouveaux besoins en fonction de la demande du consommateur. Donc ça peut passer par le fait de développer des offres de produits élaborés, par exemple, qui sont pour l'heure, il me semble-t-il, peu existants. Et ça peut aussi passer par le fait de se tourner vers la restauration collective. Donc, je l'ai déjà abordé précédemment, hein, la loi Egalim prévoit d'augmenter la part de produits issus de produits de qualité ou de circuits courts. Donc, c'est déjà quelque chose qui se met en place et sur laquelle il faut essayer d'aller chercher des créneaux.
Donc un autre sujet qui questionne les consommateurs et sur lequel ils ont des attentes vis-à-vis des producteurs et des filières, c'est le domaine, tout ce qui est environnement, bien-être animal. Donc pour vous parler de cette tendance-ci, je vais laisser la parole à Nathalie. Alors effectivement, parmi tous les sujets, on va dire qui sont d'actualité et qu'a pu vous présenter Annabelle, il y en a un qui monte aujourd'hui en forte intensité. C'est vraiment celui qui concerne l'environnement et les questions autour du bien-être animal. Donc, c'est un sujet qui monte en intensité aujourd'hui, clairement, au sein des politiques publiques. Donc, vous savez comme moi, aujourd'hui, que ce soit la feuille de route européenne, le Green Deal ou encore le plan climat de la France, ont donné aujourd'hui des ambitions très fortes pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Alors, neutralité carbone, ça veut dire finalement être en capacité de pouvoir capter autant de carbone que ce que l'on en émet, et autant dire que l'ambition et l'objectif est relativement fort. Et l'agriculture, alors ces objectifs concernent l'ensemble des citoyens. L'agriculture, bien sûr, aura aussi à répondre, on va dire, de son évolution et de son empreinte carbone. Et aujourd'hui, le plan Climat France demande à l'agriculture de réduire de moitié son empreinte carbone. Le Green Deal, lui, va axer aussi des exigences autour des consommations d'engrais, de phyto. Et pour donner, on va dire, un exemple très concret de l'orientation des politiques publiques sur le sujet environnement, c'est le plan de relance qui a été mis en place au 1er janvier et pour lequel plus de 50% du budget du plan de relance dans le domaine agricole est orienté sur la transition agroécologique ou sur des sujets autour de l'environnement. Donc, on voit que ça prend de plus en plus de place. Et il y a un sujet, bien sûr, qui va nous concerner et vous concerner dans les prochains mois et prochaines années, c'est l'évolution de la future PAC qui s'inscrit, on va dire, dans les perspectives de ce fameux Green Deal qui a donné, on va dire, des objectifs très ambitieux à l'agriculture, puisque déjà, on va dire de manière globale, le Green Deal demande à l'ensemble des budgets européens de consacrer au moins 25% de ces budgets sur des mesures en faveur de l'environnement. Pour l'agriculture, ils sont allés même encore plus loin en définissant la stratégie biodiversité 2030 et la stratégie Farm to Fork. Et dans ces deux stratégies, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des objectifs en termes de réduction de phyto. Vous voyez, 50% de phyto en moins a été donné comme objectif, 20% de réduction de l'utilisation des engrais, 50% d'antibiotiques en moins. Et en parallèle, sur l'axe biodiversité 2030, on va retrouver un encouragement à l'agriculture biologique, aux zones, on va dire, protégées telles que Natura 2000. Donc, on voit qu'au-delà de la feuille de route, on a aujourd'hui des objectifs très clairs demandés à l'agriculture et la prochaine PAC doit s'inscrire, on va dire, dans cette feuille de route européenne. Et aujourd'hui, il est demandé à ce que 40% du budget de la PAC, globalement, soit en faveur du climat. Alors, vous le savez certainement, aujourd'hui, on est en plein dans la phase des négociations. Alors, à deux échelles. À l'échelle européenne, on est dans le trilogue où aujourd'hui, la Commission, le Conseil des ministres, le Parlement essaye de se mettre d'accord sur les contours de la future PAC. Mais il y a une deuxième salve de négociation qui se passe là en France avec la négociation donc du plan stratégique national qui devra s'inscrire finalement dans les grandes lignes de la future PAC. Et donc, ces deux aspects de négociation sont en cours aujourd'hui et devraient, on va dire, avancer de manière un peu plus précise d'ici l'été et l'automne 2021. On devrait avoir des choses un peu plus précises qui vont, en termes d'informations, qui vont nous arriver. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui sur cette construction de cette future PAC, c'est qu'effectivement, le verdissement fait vraiment partie des sujets d'actualité. De ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, la structure des aides telles qu'on les connaît ne devrait pas beaucoup bouger. C'est-à-dire qu'on aura toujours des aides couplées, des aides découplées. Par contre,
ce que l'on pressent, c'est que déjà, on va aller vers une super conditionnalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire seul le paiement vert exigeait finalement un respect de conditionnalité environnementale. Il est fort probable que demain, la conditionnalité soit appliquée à l'ensemble des aides découplées, on va dire pour les agriculteurs. Le deuxième élément important, c'est qu'effectivement, ce paiement vert, qui représentait à l'échelle de la France quelque chose comme 80 € par hectare, va être supprimé et sera probablement remplacé par ce qu'on appelle des éco-régimes. Alors, est-ce que, on va dire, le montant budgétaire sera le même? Ça, aujourd'hui, on peut pas répondre. Mais en tout cas, on sait qu'on n'aura plus de paiement vert et on sait qu'à la place, on aura des éco-régimes. Donc, ces éco-régimes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une démarche volontaire que l'agriculteur pourra avoir sur des mesures en faveur du climat. Et c'est des mesures qui vont aller au-delà de la réglementation. Donc, c'est un engagement que l'agriculteur prendra au-delà du contexte réglementaire et en faveur de l'environnement et du climat. Alors, quelle forme ça va avoir? On ne sait pas trop aujourd'hui les contours. Ça fait partie des discussions, notamment de ce fameux PSN. Alors, est-ce que ce sera du HVE, niveau 2, niveau 3? Est-ce que ce sera des paiements pour services environnementaux? Est-ce que ce sera du bio? Est-ce que ce sera tout ça et peut-être encore d'autres mesures? Dans les prochains mois, il faudra surveiller. Mais en tout cas, ça veut dire que demain, dans la prochaine PAC, on aura au moins 3 outils verts qui sera la conditionnalité, ces fameux éco-régimes, on va dire, axés de manière volontaire et les MAE qui devraient continuer de perdurer. Mais en tout cas, on voit que de plus en plus, l'aspect environnemental va prendre de la place dans l'orientation des politiques publiques. Et pas seulement, il n'y a pas que les politiques publiques qui bougent en faveur de l'environnement, il y a aussi les opérateurs qui vont vraiment dans ce sens-là. Alors, quelques exemples, Sodial a lancé une ambition de réaliser 1000 diagnostics carbone parmi ses coopérateurs. On a aujourd'hui le secteur viticole qui était très engagé sur le HVE, mais qui va aujourd'hui beaucoup plus loin puisque dans certaines coopératives, si vous n'êtes pas HVE aujourd'hui, on vous dégrève de 30-35% le prix de votre raisin. Donc, ça veut dire que ces éléments-là vont devenir progressivement aussi des conditions d'accès au marché. On a un autre exemple en Haute-Loire avec la filière de fruits rouges, aujourd'hui qui est obligée de passer en HVE parce que les distributeurs leur demandent ce label-là. Et puis, on a d'autres opérateurs qui se lancent dans l'affichage environnemental pour pouvoir prouver aux consommateurs finalement l'empreinte carbone des produits alimentaires. Donc, on voit que ça bouge vraiment de manière très forte du côté des opérateurs. Et aussi du côté des producteurs. En lait, on a la première entreprise certifiée HVE en 2020, 10 500 exploitations qui sont lancées dans les démarches bas carbone. Et vous l'avez vu également, les premières ventes de carbone qui arrivent. Donc, c'est un sujet qui monte en intensité et pour lequel il va falloir se préoccuper, on va dire, dans les prochains mois et prochaines années. Et je vous propose donc d'écouter justement un opérateur de la filière viande. Donc, c'est la coopérative donc Sicarev qui est basée ici dans le Puy-de-Dôme. Et on est allé les voir justement pour qu'ils nous fassent part de leur vision en tant qu'opérateur, des exigences par rapport à ces sujets environnement et bien-être animal. Donc, je vous propose d'écouter ce témoignage. Une coopérative bovine et ovine qui est implantée sur plusieurs régions administratives et donc avec la particularité d'avoir à la fois l'amont avec des producteurs adhérents engagés dans la coopérative qui ont fait le choix d'investir dans des outils pour valoriser leur production et être vraiment en lien direct avec le marché. On est présent sur l'ensemble des marchés de façon à attirer le meilleur profit de la valorisation de tous les animaux. Alors, les tendances vont vers on va dire à la fois une standardisation des produits pour avoir une garantie sur la qualité du produit apporté aux consommateurs. Je pense notamment à la tendreté, donc avec des animaux toujours plus jeunes, voilà, pour avoir des garanties de tendreté. Ensuite, on sent également un fort développement du label rouge
en bovin allaitant suite aux états généraux de l'alimentation. Donc ça, c'est des choses qui émergent fortement. Donc les distributeurs vont de plus en plus sur ces schémas-là. Et qui dit évolution des cahiers des charges, c'est en fait pour avoir une segmentation du marché importante et pour toujours tirer de la valeur ajoutée de ces animaux-là qui sont produits sous ces cahiers des charges. Voilà. Donc si on prend l'exemple du label rouge, par exemple, on va aller vers une évolution des critères, notamment en lien avec le bien-être animal, où on va faire un diagnostic bien-être animal chez tous les producteurs engagés dans la démarche du label rouge pour prouver toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées en élevage concernant le bien-être animal en particulier. Voilà. Alors sur l'environnement, effectivement, comme le bien-être animal, c'est quelque chose qui voit le jour de plus en plus. Les consommateurs y sont attentifs et les distributeurs essaient de proposer des gammes de produits qui ont des garanties environnementales. Donc la filière viande en particulier n'y échappe pas. Donc on a différentes filières de qualité qui se positionnent aussi sur ce côté environnemental. On peut citer par exemple la filière McDonald's qui à la fois travaille sur le bien-être animal et sur l'environnement avec un diagnostic CAP2ER qui est un outil développé par l'Institut de l'élevage qui vise à mesurer l'impact environnemental de chaque élevage. Et ensuite, avec les techniciens qui sont formés au niveau de la coopérative, on est en mesure d'accompagner nos adhérents pour faire évoluer les pratiques, améliorer les résultats technico-économiques et donc améliorer la performance environnementale. Voilà. Et à ce titre-là, on est aussi engagé dans la démarche France Carbone Agri. On est convaincu qu'aujourd'hui, dans l'élevage allaitant, dans notre zone, la plupart des exigences qui nous sont demandées, elles sont déjà réalisées par l'ensemble de nos producteurs. On est sur des schémas verts, entre guillemets, une production allaitante aujourd'hui dans notre bassin. On ne peut pas mieux faire en termes d'environnement. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de ces demandes sociétales qui évoluent, parce que ne pas les écouter, ce serait dangereux pour l'évolution de la consommation et le fait de positionner nos animaux sur ces créneaux-là. Par contre, il faut tout faire pour déjà valoriser l'existant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le sens de l'environnement et du bien-être animal, c'est logique, c'est du bon sens. Et ensuite faire en sorte que ce soit une opportunité de différenciation, de segmentation pour valoriser la viande issue du troupeau allaitant de meilleure façon par rapport à la viande, par exemple issue du troupeau laitier ou par exemple de l'importation. Voilà. Donc c'est l'enjeu, c'est essayer de maintenir cette segmentation pour garder de la valeur tout en limitant les contraintes et en valorisant déjà tout ce qui existe et qui sont faits par la plupart des producteurs. Voilà. Alors du coup, on voit bien à travers ce témoignage l'importance que ces thématiques peuvent et vont avoir pour les agriculteurs et peuvent aussi représenter des opportunités. Du coup, s'il y avait 4 bonnes raisons, on va dire, à retenir pour s'intéresser, on va dire, de manière importante au sujet environnement, c'est bien sûr la première raison, c'est la prise de conscience de l'urgence écologique. On sait aujourd'hui qu'on va devoir se battre à devoir limiter l'augmentation des températures à plus 1,5 degré, que les agriculteurs, ces dernières années, l'ont vu, ont été confrontés à des aléas climatiques intenses et des sécheresses importantes. Donc, il va y avoir effectivement cet enjeu-là. La deuxième raison, c'est effectivement se préparer à l'évolution de ces politiques publiques. J'ai parlé la PAC, mais globalement, on peut y mettre aussi le plan de relance, l'évolution des financements sur les bâtiments. On a vu dans le témoignage de la SICAREV qu'il va y avoir également des enjeux autour des filières, de conditions de mise en marché, de respect de cahier des charges, mais aussi l'opportunité peut-être d'aller capter de la valeur ajoutée en mettant en avant l'ensemble des bonnes pratiques sur l'environnement. Et pour répondre à ça, il existe aujourd'hui plusieurs outils. J'en ai évoqué quelques-uns. J'ai parlé de HVE, de bilan carbone. C'est vrai que pour chaque exploitation, il est important de pouvoir se poser à un moment donné pour pouvoir finalement choisir les bons outils de manière anticipée et ne pas toujours finalement subir les évolutions de contexte.
Donc, c'est un sujet véritablement important. Le troisième sujet qui nous paraissait intéressant de développer avec vous aujourd'hui, c'était cette notion de proximité et plus largement ce rapport au territoire. Et donc, je vais laisser Yannick vous dépeindre quelles sont les tendances sur ce sujet de la proximité et du territoire. Effectivement, il y a un vrai sujet autour du territoire, de la proximité. On voit qu'on donne ces lettres de noblesse au territoire, ce qui peut permettre de dégager de réelles opportunités pour nos agriculteurs. Alors, ce retour en grâce du local, il est porté à la fois par les politiques, on le retrouve dans le plan Egalim, quelque part la régionalisation, et par les citoyens avec des initiatives des fois très locales, très minimes, de jardins partagés, d'espaces communs. On voit aussi un retour qui est amorcé, alors qui est un peu plus accentué par le contexte sanitaire, un retour vers la campagne des gens qui ne se retrouvent plus dans le mode de vie urbain et qui veulent retrouver de la tranquillité. Alors, on a mis en évidence 3 niveaux d'opportunités. Le premier niveau, il est lié au rapprochement entre le consommateur et le producteur. On a des initiatives qui foisonnent, que ce soit dans les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, avec l'émergence des PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui permettront d'alimenter les cantines, les maisons de retraite, la restauration de proximité. On a aussi on peut citer l'exemple du PAT Jeune Loire, qui consiste à consolider l'abattoir de proximité d'Issingeau, mettre en place une conserverie collective. Le PAT Grand Clermont et Livradois-Forez, qui vise à maintenir une activité agricole locale, favoriser les pratiques respectueuses de l'environnement et rémunératrices pour les agriculteurs, valoriser des filières à haute valeur ajoutée. On a aussi d'autres initiatives sur les territoires qui sortent un peu des sentiers battus. On a pris deux exemples. Les sous d'ici dans l'Allier, qui est une monnaie locale qui est utilisée par 760 utilisateurs et qui permet de conserver la richesse à l'échelle du territoire et favoriser l'économie locale. On a l'exemple de la fête de la pomme dans le Cantal, qui autour d'une animation culturelle permet de faire vivre 4 agriculteurs sur la production de pommes. Le deuxième opportunité, l'illustrer par les PSE, les paiements pour services environnementaux, qui feront partie intégrante ou pour partie de la future PAC, donc qui consiste à rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent à l'ensemble de la société, sur des actions de maintien des écosystèmes, de protection de l'environnement. Donc on en a 2 types, on a les PSE publics, notamment portés par les agences de l'eau. On a pris l'exemple du bassin de la Dour-Garonne avec une préservation de la qualité de l'eau du bassin par la réalisation d'audits sur les exploitations agricoles, des audits sur la fertilisation et l'adaptation de la fertilisation, la présence de haies, de tourbières, lisières de bois, et qui permettent de rémunérer les agriculteurs jusqu'à 9 000 € par exploitation. On a des exemples qui peuvent être portés, de PSE qui peuvent être portés par des initiatives privées. On a les eaux de Vitel qui visent à préserver la qualité de l'eau sur le bassin de pompage. On a Ecobois qui est une initiative normande autour de la valorisation des haies bocagères, la préservation des haies bocagères et leur valorisation pour en bois de chauffage. Voilà, donc des opportunités autour de ces paiements pour services environnementaux et la proximité entre l'agriculteur et les acteurs territoriaux. La troisième opportunité, on a souhaité l'illustrer à travers le témoignage de monsieur Michel Delsuc, du GAEC des Grottes,
C'est l'illustration de la mise en place d'une filière luzerne entre les agriculteurs de Limagne et les éleveurs de montagne. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage de Michel au sujet de cette mise en place de cette filière luzerne. Michel Delsuc, j'appartiens au GAEC des Grottes. Et, on a aussi franchi un pas important en termes de remise en cause des cultures, puisque aujourd'hui nous n'avons plus la sucrerie de Bourdon. Donc c'était une réflexion pour trouver des cultures de remplacement qui pouvaient aussi donc, répondre un peu avec les installations d'irrigation qu'on avait, hein, puisque c'est quand même des investissements assez importants. Donc on a fait le choix de la luzerne. On a mis en place donc 5 hectares sur la partie irriguée qui se faisait en betterave sucrière, et on a mis aussi du maïs de consommation. Donc on a récompensé à peu près la surface, à peine la surface qu'on avait en betterave dans d'autres productions que celle-ci. Les gens un peu de l'AOP Saint-Nectaire qui se sont organisés, c'est aussi pour pallier à des carences fourragères liées aux sécheresses, et donc ont aussi réfléchi donc, pour avoir un approvisionnement local, et donc pourquoi pas se tourner vers la Limagne, qui était quand même donc une opportunité non négligeable. Et donc cette production aujourd'hui est mise en place sous contrat avec la coopérative Limalgrain, qui a souhaité un peu s'impliquer suite un peu à la recherche de ses adhérents, à la recherche d'autres valorisations pour leur sol. Et donc elle a souhaité s'impliquer donc, dans l'intermédiation, on va dire, entre le syndicat des producteurs et les producteurs agricoles de la coopérative. Les deux parties de production, qu'elles soient animales et végétales, ont pu trouver des complémentarités, d'un côté en semant de la luzerne, et eux venir acheter donc, des fourrages qui leur apportent de la matière azotée, donc des économies sur les aspects alimentation en concentré protéique, également d'arumination sur les fourrages, parce que la luzerne c'est aussi un produit qui est très efficace à ce niveau-là, qui évite les acidoses, etc. Alors la culture de luzerne pour nous c'est une opportunité intéressante dans le sens où véritablement c'est une plante qui vit, enfin qui capte l'azote de l'air, donc on n'a déjà pas besoin d'en apporter, ou pratiquement pas. Et en même temps c'est aussi une plante qui ameublit les sols, hein, donc, puisqu'il y a un pouvoir racinaire très conséquent, et qui donc par ce fait-là sont des bons précédents pour faire des céréales. Aujourd'hui, les productions qu'on a mis en place avec de l'irrigation ont donné des résultats techniques assez intéressants, et même donc, par rapport à un prix qui est aujourd'hui autour de 150 €, avoisine les 150 €, 12 tonnes et demie que nous avons pu réaliser, c'est une moyenne haute. Je pense que on s'est aperçu quand même qu'il y a une volonté, la volonté à la base, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des éleveurs qui sont à la recherche véritablement d'un produit de qualité et de proximité pour véritablement assurer leurs besoins et les besoins de leurs animaux, hein, donc, et pallier un peu toutes les problématiques
sécheresse, au moins pour partie de leur alimentation. Et je pense que de notre côté, au niveau des céréaliers, donc c'est important aussi qu'il y ait véritables objectifs de production de qualité. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans une filière pour que ça fonctionne comme ça doit être, quoi. Alors, un bel exemple pour cette synergie entre filières qui permet à la fois de valoriser une production locale, qui est la luzerne, et sécuriser l'approvisionnement d'une autre, qui est la filière Saint-Nectaire. Enfin, sur ces territoires, il faut pas hésiter à oser toutes les idées. Il y a des véritables sujets, notamment autour de l'autonomie alimentaire et tout ce qui est énergie, avec des sources de financement possibles, les PAT, le plan de relance qui est aussi axé sur ces territoires et sur tout ce qui est autonomie alimentaire. Faut cultiver les synergies, c'est important, que ce soit dans des magasins de proximité, des magasins de producteurs, de l'investissement en commun qui permet d'amortir les coûts, les GU2E qui sont toujours d'actualité. Ne pas hésiter à développer les synergies entre filières, on vient d'en avoir un exemple, mais entre métiers, créer des complémentarités entre artisans, restaurateurs, agriculteurs, qui permettent de valoriser ce territoire et de le garder attractif, ou voire d'augmenter cette attractivité. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va conclure ce webinaire. Alors effectivement, quelques petits mots de conclusion, en se disant qu'effectivement ce monde bouge énormément et que tous ces changements peuvent donner parfois l'impression d'être un petit peu perdus. Et je me dis que finalement chaque agriculteur de notre territoire doit pouvoir réfléchir sur l'ensemble de ces sujets, sur la place qu'il peut avoir dans son territoire, la relation qu'il a avec le sujet environnement, bien-être animal, sa volonté de s'investir sur l'alimentation plus locale, en circuit court ou en accédant, on va dire, à d'autres filières, et que finalement, chaque agriculteur doit pouvoir positionner, selon sa stratégie, son envie, son marché, le curseur entre est-ce que finalement j'ai envie uniquement d'être en conformité avec la réglementation, et si celle-ci elle évolue, je me contente quelque part de respecter le réglementaire et ce qui est obligatoire, et donc ça peut correspondre, on va dire, à certaines stratégies d'exploitants. Peut-être que d'autres auront envie d'aller plus loin et comme l'a dit l'intervenant de la SICAREV, valoriser l'existant, valoriser ces pratiques et les faire reconnaître. Donc là, peut-être en intégrant des démarches de diagnostic en environnement, en bien-être animal ou sur d'autres sujets. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui voudront aller encore plus loin, qui voudront aussi optimiser l'existant, aller chercher, on va dire, une amélioration, par exemple, de leur charge, ou tout simplement mettre en place des énergies renouvelables pour optimiser leur bâtiment. On a tout un tas d'exemples autour de ça. Et puis, enfin, on en a d'autres producteurs qui voudront aller plus loin pour aller rechercher vraiment de la valeur, tout en acceptant finalement de faire bouger les lignes dans leur système et en acceptant, on va dire, de faire changer leur système. Et donc finalement, à chacun de positionner le curseur sur ce qui lui paraît être la meilleure opportunité pour son entreprise. Mais en tout cas, le message qu'on voulait faire passer ce matin, c'est vraiment que tous ces changements peuvent être source aussi d'opportunités pour les agriculteurs, et il ne faut pas les voir que comme des contraintes. Sur le sujet environnement, par exemple, ça peut être l'occasion aussi d'économiser des charges, d'améliorer sa performance économique. Ces réflexions peuvent amener à élargir finalement ses sources de revenus au-delà, on va dire, de l'activité
activités agricoles brutes et de diversifier finalement ses activités. Mais c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à son environnement pour voir que m'offrent aujourd'hui les opérateurs filières, comment je peux, comme le disait Yannick, aller chercher une synergie avec peut-être d'autres métiers ou d'autres producteurs pour arriver à créer de la valeur sur mon territoire. Donc, c'est tous ces sujets de réflexion qui nous paraissent importants, surtout dans ce contexte de crise sanitaire où le Covid a pris beaucoup de place. Et finalement, on se dit qu'effectivement, on aimerait que la vie d'une entreprise soit relativement linéaire, mais malheureusement, depuis tout temps, on voit que les changements sont nombreux et bouleversent à chaque fois les équilibres. Et ce qui importe, c'est effectivement d'avoir suffisamment de positivité pour arriver à transformer l'ensemble de ces mutations en opportunités. Alors, je ne sais pas si Magali, il y a des questions sur le chat. On va peut-être déjà répondre à ces éléments-là avant de laisser la parole du coup à Michel pour la conclusion. Alors, nous n'avons pas de questions pour l'instant sur le chat. Par contre, on peut lancer un sondage si vous souhaitez. Donc, ce sondage, on va fonctionner comme tout à l'heure. Vous allez aller sur l'icône sondage et puis l'audience va pouvoir répondre. Donc, à votre avis, quel pourcentage de Français déclarent être d'accord pour acheter plus cher des produits fabriqués dans leur région? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 80%? Donc, on a le curseur qui avance et nous avons quasiment toutes les réponses. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez y répondre. Alors, du coup, la réponse, c'est 80% en fait des Français qui déclarent être d'accord pour acheter plus cher des produits fabriqués dans leur région. Donc, c'est un pourcentage qui paraît peut-être un peu élevé, effectivement, parce que vous étiez 60% à opter pour la deuxième réponse. Mais c'est bien 80% et ça, ça s'explique entre autres par le fait que le consommateur il recherche maintenant effectivement des produits locaux et en fait le prix n'est plus la seule variable qui va orienter en fait son choix. La proximité et un produit local va orienter au même titre que le prix finalement son acte d'achat. Et pourquoi la question c'est finalement pourquoi les consommateurs privilégient du local? Tout simplement parce que pour lui, ça, c'est en quelque sorte un gage de qualité du produit et il a le sentiment derrière d'avoir la transparence du produit, la sécurité, la fiabilité en fait. Autre point aussi qui favorise l'achat en local de produits locaux pour le consommateur, c'est le fait aussi d'avoir un produit qui pour lui est plus respectueux de l'environnement. En effet, le consommateur, lui, il souhaite, on l'a abordé, il souhaite des produits plus respectueux de l'environnement, mais en même temps, il veut pas être non plus le seul à agir pour l'environnement, puisqu'il souhaite, effectivement, par exemple, que les grandes surfaces se mettent aussi à plus de local. Et ça, les GMS l'ont bien compris, puisque maintenant, on en a qui proposent, ou qui ont en tout cas de l'approvisionnement local pour certaines catégories de leurs produits. Alors, je pense notamment aux fruits et légumes. Là, sur la région, on a pas mal de grandes surfaces qui proposent des fruits et légumes qui sont produits dans un rayon faible de kilomètres. Ok, merci Annabelle. Une question. Les rapports changent entre consommateurs et producteurs. Tu nous en as parlé tout à l'heure.
Il est donc nécessaire que les agriculteurs soient à l'écoute de leur marché, qu'ils sentent les nouvelles tendances et les attentes des consommateurs. Comment nous, partenaires, on peut les aider à être à l'écoute et comment on peut les accompagner au mieux dans ce nouveau challenge? Alors effectivement, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que un producteur, un adhérent qui voudrait se lancer sur une forme de circuit court, déjà c'est une stratégie qui se réfléchit, c'est-à-dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça nécessite du coup de le faire réfléchir sur l'aboutissant finalement, au final qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut, alors ça peut être plus financier, économique, hein, bien sûr, mais il faut aussi réfléchir sur l'aspect un peu plus personnel parce qu'il faut savoir que quand on se lance dans une démarche de vente en circuit court, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'on va avoir 2 casquettes. On va avoir la casquette de producteur et la casquette de commerçant. Donc les deux, gérer les deux en parallèle, les deux, ça prend du temps, donc d'autant plus de temps. Et du coup, voilà, je pense que le conseiller, en tant que conseiller, ça va se positionner voilà, sur vraiment faire réfléchir l'adhérent sur ce qu'il veut, sur l'ensemble de la stratégie qu'il veut développer, et bien le faire réfléchir aussi voilà, sur ces aspects de commercialisation et pas que sur l'aspect technico-économique. Il y a aussi vraiment la grosse part de commercialisation et de communication aussi vis-à-vis de la future clientèle sur ce qu'on va proposer comme produit. Et voilà, c'est vraiment des aspects où les conseillers peuvent apporter un plus, je pense, aux adhérents. Vraiment sur la partie commercialisation et communication et offrir des choix peut-être de communication aussi, différents choix de communication qui existent, les orienter vers ces systèmes-là. Merci Annabelle pour cette réponse. C'est vrai que la vision 360 est vraiment nécessaire dans nos accompagnements. On peut lancer un sondage supplémentaire et ça sera le dernier, audience. Donc, au regard des nouvelles exigences environnementales, quelle posture, selon vous, vont adopter les agriculteurs? Est-ce qu'ils vont rester en conformité avec la réglementation? Est-ce que c'est davantage faire reconnaître leurs pratiques existantes, optimiser leurs pratiques ou amorcer un changement de système? Donc, nous vous laissons répondre à ce dernier sondage. Alors sur cette question, vous le voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Effectivement, alors bon, ça va dépendre d'une exploitation à une autre, mais en tout cas, ce qui est relativement positif dans les retours que vous pouvez faire, ou en tout cas dans la perception que vous en avez, c'est que les agriculteurs, selon vous, vont plutôt se mettre en ordre de marche, dans le sens, voilà, d'optimiser leurs pratiques, puisque vous avez été 41% à répondre ça, et 23% à dire aussi qu'il est important de faire reconnaître les pratiques existantes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est dans un engagement de mouvement qui vont nous accompagner là dans les prochaines années. Magali, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être passer la parole à Michel pour le mot de conclusion. Oui, avec plaisir. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention et puis votre interactivité. Vous voyez que je vois que le chat a relativement bien marché. Et merci à la compétence de nos intervenants pour leurs réponses très pertinentes et leur travail sur ces références. Donc, vous avez pu voir que la capacité d'adaptation, comme je l'ai dit au début, est vraiment dans l'ADN du monde agricole. De toute façon, on a toujours su s'adapter, quel que soit le monde dans lequel on était historiquement. Donc c'est vraiment un mot-clé pour évoluer. Et ici sur le périmètre de l'Alliance Massif Centrale, donc
Lozère et les 4 autres départements ex-Auvergne. Nous avons la chance de vivre sur un territoire très très diversifié, donc il n'y a pas la même géographie, enfin il y a des microclimats différents, et tout ça, ça crée une grande diversité de production agricole. Et donc, chacun réagit en fonction de son environnement, de son territoire, et puis de sa personnalité. Et de tout ça naît une grande créativité, je pense. Et tout le monde sait que de la diversité naît la créativité, mais la créativité, elle naît aussi quand on sait s'entourer de personnes compétentes pour nous aider à avancer dans le cheminement. Quand on est chef d'entreprise, on peut pas faire tout seul. Donc, si on n'a pas une vue, s'ouvrir l'esprit en regardant ailleurs ce qui se passe, en regardant les évolutions de la société, les évolutions économiques au niveau macroéconomique, hein, pas que regarder, avoir le nez sur son sillon au pied de notre ferme. C'est ça qui est très important, c'est l'ouverture d'esprit et savoir s'entourer de compétences adéquates. Donc, je vous invite, quand vous vous posez des questions, ce qui est tout à fait normal et légitime, surtout dans cette période vraiment très complexe où le monde bouge sans arrêt, mais là avec des multiples facteurs à prendre en compte. N'hésitez pas à contacter vos conseillers de gestion dans nos différents Air France, hein, ceux que vous connaissez, et puis on dispose de multi-compétences pour vous aider à réfléchir, et vous voyez que cette veille éco a quand même une grande utilité, aussi bien pour vous les chefs d'entreprise en milieu agricole et rural, que vous, nos partenaires aussi qui nous écoutez et qui travaillez aussi avec nous sur certains dossiers pour évoluer. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est tous ensemble qu'on arrivera à transformer justement cette crise, ces crises multiples et variées, donc climatiques, sanitaires, économiques et autres, peut-être sociales aussi, à transformer ça en opportunité. Chacun doit pouvoir réfléchir à devenir positif et à rester positif et à continuer son métier en l'adaptant forcément à toutes ces évolutions d'avenir. Voilà ce que je pouvais dire, et je vous remercie tous de votre présentation et puis de votre attention pour notre public, hein, malgré l'écran. Donc, on a essayé de faire au mieux. Techniquement, ça a bien marché. Donc, vous pourrez avoir ce replay, chacun d'entre vous l'aura. Et puis aussi la version imprimée, vous savez qu'elle est disponible auprès de nous, de nos agences. Donc, vous n'hésitez pas à les demander. Voilà, merci de votre attention et puis bon appétit. Eh bien, merci à tous, merci de votre attention, merci de l'intérêt que vous portez à Air France Puy-de-Dôme à venir. Et puis, il est temps de se quitter. Merci et à bientôt. Au revoir.